Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de l'Observatoire du FIC. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sylvain Cortès, Security Stratégiste chez Tenable, qui va nous parler des attaques sur Active Directory. On va présenter un rétex de ce type d'attaque et c'est une séance qui sera animée par Fabrice Debloc, que je vais laisser évidemment se présenter et lancer la séance. Mais juste avant de leur laisser la parole, je voudrais vous rappeler que vous pouvez évidemment poser des questions dans l'onglet questions tout simplement, et si vous voulez discuter entre vous, n'hésitez pas à utiliser l'option chat. On prendra donc toutes les questions à la fin, enfin toutes, en tout cas celles qu'on pourra prendre dans le temps qui nous est imparti, et puis on essaiera de répondre aux autres évidemment par la suite. Voilà, donc après ces petites précisions logistiques, je vais laisser la parole à Fabrice et à Sylvain pour cette présentation, et donc on se retrouve à la fin. Bonne séance à tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabrice Debloc, journaliste indépendant. Je vous propose une rapide introduction avant de laisser la parole à Sylvain Cortès de Tenable. Alors, comme vous le savez, l'annuaire Active Directory, véritable centre névralgique de la sécurité des systèmes d'information Microsoft, est un élément critique permettant la gestion centralisée de comptes, de ressources et de permissions. L'obtention de privilèges élevés sur cet annuaire entraîne une prise de contrôle instantanée et complète de toutes les ressources administrées. L'analyse des modes opératoires des attaques récentes met en évidence une recrudescence du ciblage des annuaires AD, compte tenu de leur rôle de pierre angulaire de la plupart des SI. En effet, l'attaquant ayant obtenu des droits élevés sur l'annuaire peut alors déployer une charge malveillante sur l'ensemble du système d'information. Par conséquent, le faible niveau de sécurité des annuaires met en danger les systèmes d'information dans leur globalité et fait porter un risque systémique aux organisations. Aujourd'hui, 80% des attaques utilisent Active Directory pour effectuer un mouvement latéral et une élévation de privilèges, tandis que 60% des nouveaux malwares contiennent des codes destinés à cibler les mauvaises configurations d'Active Directory. Alors, Sylvain Cortès, comment va s'organiser ce webinaire? Quelles vont en être les grandes parties? Merci Fabrice pour cette brillante introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous faire des rétex de la vraie vie. Donc on va utiliser PowerPoint, mais l'objectif est vraiment de vous donner des retours d'expérience sur des attaques réelles qui ont eu lieu. Évidemment, on ne divulguera pas les noms des entreprises ou des organisations qui ont été visées. Et on va découper ce webinaire en trois parties principalement. On va déjà rappeler comment fonctionne une attaque de ransomware. Donc l'idée, c'est vraiment que vous compreniez. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a des gens connectés qui connaissent et qui s'intéressent déjà aux problématiques des ransomware. L'objectif, c'est juste de rappeler des basiques très rapidement sur les attaques de ransomware, comment ça fonctionne, pour qu'ensuite on puisse comprendre la suite. Ensuite, on parcourra trois exemples d'attaques. Puisque donc moi je travaille pour une société qui s'appelle Tenable et qui fait notamment un outil qui s'appelle Tenable.id, qui est un outil de sécurisation d'Active Directory. Donc j'en parlerai très rapidement à la fin pour que vous sachiez ce que ça fait, même si c'est pas l'objectif principal du webinaire. Et donc au travers de notre activité logicielle, on a un support qui est évidemment associé aux clients qui utilisent l'outil, et on a donc des retours, certains retours de clients qui ont reçu des attaques, et on a analysé et compris ce qui s'était passé pour ces différentes organisations, et comprendre un peu les différents types d'attaques, parce qu'on va voir qu'il y a au final des attaques parfois qui se déroulent de manière un petit peu différente. Alors, on va déjà commencer par comprendre, revoir ensemble comment fonctionne une attaque de ransomware. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment que vous ayez en tête les différentes séquences et aussi les différents objectifs d'une attaque de ransomware. D'ailleurs, on dit attaque de ransomware, mais quelle que soit l'attaque, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un derrière un clavier, c'est-à-dire une vraie personne, si je puis dire, ou un ransomware, les séquences sont quasi identiques. C'est juste que dans le cas d'un ransomware, les choses vont être automatisées, c'est-à-dire qu'il y aura du code qui va automatiser ces séquences, alors que dans le cas d'un attaquant derrière un clavier, on aura des choses qui vont être faites manuellement, même s'il peut s'appuyer lui-même sur des scripts. Mais en gros, les séquences sont les mêmes. Donc, première phase,
qui est toujours la même, c'est ce qu'on appelle la primo-infection. Donc la primo-infection, c'est infecter une des machines du réseau, une workstation, donc ça peut être du Windows, du Mac aussi, parce que il y a une légende sur le fait que les Mac ne sont pas sensibles au ransomware. Donc ça peut être une machine Mac, ça peut être aussi une machine Linux, mais on a toujours une première machine qui est infectée selon différentes méthodes. Donc les plus connues, c'est bien évidemment le phishing avec un envoi par email d'une pièce jointe qui contient du code malicieux. Donc ça peut être, c'est souvent du PDF, mais ça peut être des documents Office, ce genre de choses. Ça peut être aussi la visite d'un site web et on va cliquer sur quelque chose qui va installer un élément actif sur la machine. Donc ça, c'est pareil, ça paraît assez basique, mais évidemment, les gens qui créent ce genre de site sont assez ingénieux. On va pas vous dire, est-ce que vous voulez installer quelque chose sur votre machine? Ça va être, est-ce que vous voulez accepter les cookies ou ce genre de choses? Donc, vous allez cliquer sur un bouton, en fait, et il y a du code JavaScript qui va s'exécuter sur votre machine. Et comme le navigateur a considéré que vous avez cliqué, bah, il va accepter l'exécution de ce code. Donc, c'est aussi des sites web. Ça peut être des choses qu'on connaît depuis 20 ans, mais ça marche toujours, des clés USB. Et puis, depuis quelque temps, un truc qui, on va dire, qui est de plus en plus utilisé de la part des gens qui créent du ransomware, c'est des exécutables infectés. Donc là, on a eu des exemples assez célèbres cette année, notamment SolarWinds, où là, l'opérateur de ransomware a donc infecté un logiciel d'un éditeur. Les gens ont mis à jour leur logiciel et dans cette mise à jour, en fait, il y avait du code malicieux pour exécuter en fait une première charge sur la machine. Donc il y a d'autres méthodes évidemment encore. Je vais pas toutes les signaler, mais ça fait partie. Voilà, ces 4 méthodes, c'est les méthodes qu'on retrouve assez régulièrement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite sur cette machine qui va être infectée? On va donc avoir un premier code qui s'exécute et qui va avoir plusieurs objectifs. Les 2 objectifs principaux de ce premier code, c'est petit 1, de désactiver les défenses locales de la machine. Donc, en gros, les antivirus, les EDR, donc on va dire tout ce qui protège localement la machine. On va désactiver ces éléments-là avec, encore une fois, un certain nombre de méthodes que je ne vais pas avoir le temps de décrire, mais il en existe plein. Ça va même aller jusqu'à créer des faux services Windows sur la machine pour faire croire à la centrale console de l'EDR ou de l'antivirus que tout se passe bien. Donc, c'est des choses assez chiadées, hein. C'est pas juste je désactive le service et je fais ce que je veux. On va faire du mimique pour arriver à, on va dire, à duper les opérateurs centraux. Et à la fin de tout ça, on va télécharger en fait un second code malicieux qui va commencer en fait la deuxième étape de l'attaque. Donc ce deuxième code, il va se télécharger généralement depuis Internet, via du HTTPS. Donc généralement c'est assez invisible en fait de la part des gens qui font du firewall ou ce genre de choses. Et l'objectif de ce deuxième code, ça va être de commencer en fait 2 choses. Le vol de credential, donc le vol de login, de mot de passe ou de hash de mot de passe, parce que il faut bien garder en tête que les attaquants n'ont pas besoin de vos mots de passe en fait, hein. Ils ont juste besoin du hash de votre mot de passe pour s'authentifier. Donc récupérer des hashes de mots de passe en mémoire, dans le registre ou ailleurs, récupérer des logins évidemment ou des mots de passe en clair, puisqu'on trouve encore beaucoup malheureusement de sociétés qui ont des mots de passe en clair dans certaines applications, dans des systèmes ou même dans Active Directory. Et de commencer la phase de découverte de l'environnement, donc ce qu'on appelle la phase de reconnaissance. Donc là, ce code va scanner votre Active Directory pour voir en fait les mauvaises configurations que vous pouvez avoir. Donc ça peut être, on va revenir sur ces sujets de mauvaise configuration, mais ça peut être des choses autour de Kerberos, ça peut être des choses autour des attributs SID History, ça peut être des choses autour d'un objet particulier qui s'appelle SD Admin Holder. Bref, le malware va scanner votre environnement, récupérer les infos et il va chercher ce qu'on appelle un chemin d'attaque. Je reviendrai sur cette notion-là juste après. Et donc,
le ransomware va faire, on va dire, deux mouvements qu'on nomme généralement comme étant ce qu'on appelle le mouvement latéral et l'escalade de privilèges. Donc, il y a un mouvement qui est horizontal et un mouvement qui est vertical. Le mouvement horizontal va consister à infecter des machines du même tiers. Donc, j'ai infecté une première workstation et je vais ensuite essayer de dupliquer cette infection sur d'autres machines qui sont elles aussi des workstations. Et puis, je vais aussi faire de l'escalade de privilèges, c'est-à-dire je vais m'étendre sur les workstations et je vais essayer de trouver des comptes qui ont des privilèges élevés qui vont me permettre, par exemple, d'aller sur un serveur applicatif, un serveur SQL, un serveur web, un serveur de CRM, un serveur de fichiers, un serveur d'impression. Et puis, une fois que j'ai atteint la partie applicative, donc les serveurs d'application, je vais faire le même travail, essayer de m'étendre en fait latéralement autour de cette machine pour essayer de trouver des privilèges qui me permettent en fait de terminer mon attaque, qui va être en fait ce qu'on appelle domaine dominance, c'est la dominance de domaine, à savoir prendre le contrôle de l'Active Directory. Et évidemment, l'Active Directory, comme le disait Fabrice, c'est un point crucial parce que si vous prenez le contrôle de l'Active Directory, bah, vous prenez le contrôle d'une bonne partie des données de l'entreprise et donc, vous allez être en capacité d'exécuter la troisième et dernière phase de l'attaque qui sera récupérer ce qu'on appelle le payload de chiffrement, c'est-à-dire le code qui va ensuite se répandre et s'exécuter et qui fera de façon active le chiffrement des données avec tout un tas d'événements parallèles du style on va supprimer les backups qui sont en ligne, on va créer des backdoors. Donc les backdoors, on va en reparler un peu plus tard, mais pour faire très simple, une backdoor, c'est une configuration que vous ferez dans Active Directory qui permettra à l'attaquant de revenir dans quelques mois. Puisque maintenant, avec le recul, ce qu'on commence à voir, c'est des gens qui ont été attaqués une première fois, et puis comme par magie, quelques mois après ou quelques années après, ils subissent une attaque du même groupe d'attaquants, et donc ils vont avoir une autre extorsion de rançon quelques mois ou quelques années après. Donc toute cette séquence, c'est toujours à peu près la même. Évidemment, il y a des variances avec en fonction du ransomware ou en fonction du groupe APT qui exécute l'attaque, mais on va retrouver toujours ces grandes étapes et on va toujours retrouver quasiment l'usage d'Active Directory pour s'étendre dans l'entreprise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Active Directory n'est pas forcément visé au démarrage de l'attaque, mais il va être utilisé pendant l'attaque en fait pour se répandre dans l'entreprise, parce que si je prends le contrôle d'Active Directory, je prends le contrôle en fait de quasiment l'intégralité des machines et des données. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, je vous ai dit, le ransomware, il cherche un chemin d'attaque. Donc, un chemin d'attaque, c'est quoi? Un chemin d'attaque, c'est quelque chose qui permet de partir d'un point 1 et d'arriver à un point 2. Et le point 2, c'est l'Active Directory, le fait de contrôler le domaine. Et le point 1, c'est le point d'infection premier, donc la primo-infection. Donc là, c'est juste un exemple de chemin d'attaque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chemin d'attaque va exploiter deux choses. Il va exploiter des mauvaises configurations des systèmes ou des patchs qui n'ont pas été passés. Donc, ce qu'on appelle des CVE, c'est-à-dire des failles connues d'un système ou inconnues, mais disons qu'une faille connue, et vous n'aurez pas appliqué le patch sur ce système. Et donc, le ransomware va chercher en fait ces différentes machines avec des patchs non implémentés, va chercher des mauvaises configurations au niveau des comptes, des groupes ou de l'annuaire lui-même, et va se servir de cet ensemble de séquences et de bons pour passer d'un point 1 à un point 2. Et évidemment, encore une fois, Active Directory va être utilisé principalement dans la seconde partie, et on va plutôt utiliser des mauvaises configurations dans Active Directory parce qu'il n'y a pas vraiment de patch à passer sur Active Directory en tant que tel. On va passer des patchs sur les domaines contrôleurs, sur les machines qui contiennent la base de données, mais l'Active Directory en lui-même, il n'a pas vraiment de patch. On va plutôt exploiter des mauvaises configurations qu'on va retrouver dans Active Directory. Alors, pour terminer là-dessus, donc là, vous avez en fait un résumé. On partagera les slides, bien évidemment, avec l'ensemble des gens qui le souhaitent. Ce qu'il faut juste comprendre sur cette slide, c'est que quand vous arrivez à cette étape-là, donc domaine dominance, la troisième étape, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu de la défense, ça va être de faire en sorte que l'attaquant, il ne puisse pas se répandre ni de façon horizontale, ni de façon verticale. Vous ne pourrez pas empêcher l'infection d'une seule machine. C'est impossible. C'est-à-dire que on ne peut pas garantir
à 100% que l'ensemble des workstations du réseau ne seront pas infectés. C'est complètement improbable et c'est surtout pas vrai de le dire. Mais si vous avez que une ou deux machines qui sont exploitées, au final, c'est pas très grave. Ce qui va être grave, c'est le passage à l'échelle, c'est le fait de passer d'une machine à l'ensemble des machines de votre domaine. Et donc, en tant que défense, il faut comprendre ces techniques, il faut comprendre comment les attaques fonctionnent pour avoir une action proactive et faire de la prévention au niveau de votre annuaire pour, encore une fois, empêcher la dissémination globale. Et donc, l'objet de cette séquence, c'est de vous parler de ces différents types d'attaques et de vous expliquer un peu comment ça se passe, sachant qu'encore une fois, ce sont des retours réels, anonymisés bien évidemment, sur ces attaques. Alors Sylvain, j'avais deux petites questions à vous poser. Peut-être résumer en quelques mots pourquoi les cybercriminels ciblent spécifiquement Active Directory. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première des raisons, c'est que quand vous êtes un cybercriminel, comme vous dites, Fabrice, en fait, vous êtes un professionnel. Et un professionnel se doit d'être efficace. Que si vous êtes maçon, vous avez besoin d'être efficace. Si vous opérez des ransomware, vous devez être efficace. Et donc, les opérateurs de ransomware savent que vous utilisez Windows, dans la plupart des cas, et savent qu'il y a environ 95% de chances que vous ayez un Active Directory si vous êtes une organisation de plus de 50 PC. Donc, évidemment, ils savent déjà à l'avance quasiment que vous avez un Active Directory. La deuxième raison, c'est qu'ils savent que s'ils prennent le contrôle d'AD, ils prennent le contrôle de vos données et qu'en plus, ils vont pouvoir créer des backdoors, des portes dérobées en français, pour revenir plus tard s'ils en ont envie. Donc, pour eux, le jeu en vaut la chandelle parce que la prise de possession de l'Active Directory va leur permettre d'arriver en fait à l'étape finale qui est le chiffrement. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est le deuxième élément, c'est que la plupart des designs Active Directory ont été faits il y a très longtemps. Moi, le premier, quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de design Active Directory pour des grands comptes, et ce que j'ai fait était mauvais en fait, parce qu'il y a 15 ans, on ne savait pas que certains codes allaient être en capacité d'utiliser des techniques qui sont utilisées actuellement. On ne les connaissait pas, ces techniques n'étaient pas connues, on va dire. Par exemple, si on prend de façon générique le terme pass the hash, c'est-à-dire utiliser un hash de mot de passe et non pas le mot de passe, évidemment, ces techniques-là n'étaient pas connues quand j'ai fait des designs il y a 15 ans. Donc, la plupart des designs Active Directory qui ont été faits il y a 10-15 ans contiennent des mauvaises configurations en pagaille. De plus, l'Active Directory a vécu. Parce que imaginons que vous ayez installé l'Active Directory il y a 15 ans, vous avez fait 15 ans d'administration dans votre AD avec des users, des groupes, l'installation d'applications, des modifications sans cesse variées parce que telle application avait besoin de tel droit, etc. Et vous avez accumulé une dette technique en fait au fil des ans qui va permettre au ransomware de trouver assez facilement un chemin d'attaque. Donc ces deux éléments-là font que l'Active Directory, si on n'y prend pas garde, va devenir en fait le cheval de Troie de la prochaine attaque dans l'organisation. Ce sont les deux principales raisons qui expliquent la difficulté à bien paramétrer. Ce sont les deux principales raisons. Ce sont les deux principales raisons. Et après, il y a une dernière raison qui est un peu plus, on va dire, qui est un peu moins palpable, c'est que il y a de moins en moins de compétences en fait sur le sujet. Je sais que ça paraît bizarre, mais si vous cherchez un spécialiste de la sécurité Active Directory, déjà petit 1, vous allez avoir du mal à en trouver, et petit 2, vous allez attendre pour qu'il intervienne chez vous, parce qu'il y a plus de demandes que de gens en capacité de répondre. Donc, il y a des clients qui attendent plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'avoir véritablement... Alors, évidemment, je parle de gens qui sont des experts. Et si vous cherchez un junior sur la sécurité Active Directory, vous allez le trouver. Mais quand vous cherchez un junior, vous le trouvez toujours. Mais des gens qui ont 10-15 ans d'expérience, il y a une file d'attente des clients. Donc, évidemment, ça ne permet pas d'aller vite non plus dans son mode de rémédiation. D'accord. Bon, alors, voilà, dans la vraie vie, vous allez nous expliquer maintenant comment les attaques se déroulent. Exactement. Et on va passer donc au retour d'expérience pour vous expliquer ce que nous on a constaté sur 3 attaques qui ont été en fait remontées au support. Et donc c'est au travers de notre support
qu'on a aidé en fait les clients à essayer de comprendre ce qui se passait et qu'on a constaté au final en fait que c'était une attaque. Alors, on va commencer par un premier retour. Donc là, c'est une entreprise qui bosse dans le transport. C'est plutôt une grosse entreprise, puisqu'il y a un tout petit peu plus de 45 000 users, et plutôt une structure, on va dire, assez solide d'un point de vue cybersec. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des newbies, les gens qui bossent là-bas, très compétents, un très gros Active Directory évidemment, et ces gens-là donc utilisent Tenable.id. Et ils appellent le support en disant on comprend pas dans le Trailflow. Alors le Trailflow, c'est en fait un des outils qui est dans Tenable.id et qui permet de suivre tous les changements qui sont faits dans Active Directory en fait. Donc tous les changements qui sont faits dans AD, vous avez une ligne par changement et dès qu'il y a une activité, vous allez voir en fait quelque chose qui se passe et vous allez avoir une séquence qui avance. C'est un peu le Wireshark de l'Active Directory pour ceux qui connaissent Wireshark. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont constaté qu'il y avait une augmentation assez forte en pourcentage. Alors, on me demande de me dire, est-ce que là, c'est mieux en termes de... là, je suis en plein écran, messieurs. Voilà. Donc, apparemment, il y a comme je ne connais pas Livestorm, je pensais que c'était ma fenêtre qui était en plein écran, mais non, en fait, c'est l'écran. Donc, du coup, normalement, ça doit être un peu plus grand. Donc là, en fait, ils appellent le support en disant on constate qu'on a une augmentation en pourcentage d'authentification infructueuse. Et ça concerne quelques comptes, une petite dizaine de comptes. Et ils appellent le support en pensant au départ qu'il y avait un bug dans la solution. Et ils appellent, ils disent voilà, c'est quand même curieux, ces 10 comptes, on a des fail authentication, donc des mauvaises tentatives d'authentification en masse sur ces comptes-là. Donc du coup, avec le client, on commence un peu à investiguer pour comprendre ce qui se passe dans l'Active Directory. Et là, on constate effectivement que c'est ciblé, que ça ne concerne, je crois, 8 ou 9 comptes. Et on leur dit, non, il n'y a pas de bug. Il y a eu des tentatives d'authentification sur ces comptes de façon massive. En sachant que, pour rappel, vous avez 2 techniques pour essayer de trouver un mot de passe d'un compte. Vous avez le brute force, ce qu'on appelle, dans la dénomination technique, c'est ce qu'on appelle du password guessing. Donc ça, c'est un truc qui est assez facile à voir parce que si vous le faites de façon trop violente, vous allez en fait locker le compte, vous allez bloquer le compte. Par contre, il y a une autre méthode qui s'appelle le password spraying, où là, vous allez adapter vos tentatives d'authentification avec la politique de lockout et la politique de mot de passe de l'Active Directory. Et donc, vous passez en dessous du radar et le compte ne se log jamais. Alors, l'attaque est plus longue, du coup, parce que vous allez lancer des tentatives d'authentification qui vont être bien plus étalées dans le temps. Mais au final, ça peut passer de façon un petit peu invisible. Et là, en fait, c'est ce qui s'était passé. C'était un password spraying qui était utilisé pour tenter de trouver les mots de passe des comptes. On commence à investiguer et là, on voit qu'il y a des objets qui ont été créés et notamment des objets utilisateurs. Donc, on voit des objets utilisateurs qui ont été créés qui ne viennent pas du système IAM parce que c'est un grand compte, donc ils ont un système de provisioning qui provient d'un outil IAM. Évidemment, ils font pas ça à la main. Et ces comptes-là n'existent pas dans le système IAM. Il se trouve que le système IAM fait ce qu'on appelle de la réconciliation, c'est-à-dire que il vérifie de temps en temps les comptes qui sont dans l'annuaire et les comptes qui sont au niveau du métaverse du système IAM. Mais cette réconciliation ne se fait que tous les 3 mois. Parce qu'il y a une partie du processus de réconciliation qui est automatique, mais il y a une autre partie qui est manuelle. Donc, cette réconciliation de comptes et cette recertification des comptes, ça, c'est des process, encore une fois, gestion des identités, ne se fait qu'une fois par trimestre. Donc, à nouveau, ces comptes-là, ils existent, ils sont actifs, ils n'ont pas de pendant dans le système IAM, et on voit que ces comptes-là ont commencé à être mis dans des groupes d'administration. Donc, on voit en fait qu'il y a des groupes qui ont été modifiés et que les comptes qui ont été créés ont été mis dans ces groupes. Donc là, évidemment, on commence à comprendre qu'il y a un énorme problème et que ce n'est pas simplement une application ou un script qui fait des mauvaises authentifications au niveau de l'annuaire Active Directory. On continue les investigations
Et là, on se rend compte qu'il y a aussi des modifications dans les zones DNS. Et comment on s'en rend compte? Parce que sans rentrer dans les détails, ils ont énormément de sous-sites, enfin bref, il y a énormément de zones DNS, de sous-zones DNS chez ce client-là. Et en fait, il y a une convention de nommage quand on crée une zone et quand on crée des enregistrements dans ces zones. Et là, en fait, on se rend compte à nouveau dans Tenable.id qu'il y a des objets qui ont été créés dans les zones DNS intégrées à AD, mais qu'en fait, pour le coup, ils sont visibles. Là, les mecs n'ont pas été très malins parce qu'ils ne respectent pas la convention de nommage. Et là, ça saute comme un nez au milieu de la figure. Alors, pourquoi il y a des enregistrements DNS ? Pour tout un tas de raisons, parce que vous avez des techniques d'attaque qui nécessitent, notamment quand vous faites du relais, ce qu'on appelle du relais NTLM par exemple, de créer des enregistrements DNS qui vont être utilisés par le serveur de command and control et ce genre de choses. Et là, maintenant, on sait, la boîte est en train d'être attaquée et il faut évidemment réagir très très vite. Sachant que tout ce que je viens de vous dire, on s'en rend compte dans environ 24 heures. On va dire que tout ça dure la journée pour faire l'investigation. Et faut savoir que normalement, quand un malware trouve un chemin d'attaque, en gros, la fenêtre de réaction, c'est 4 heures. Vous avez en dessous de 4 heures, si vous réagissez, vous êtes safe. Au-delà de 4 heures, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a pas eu déjà de la création de backdoor et compagnie. Là, malheureusement, ça prend du temps pour tout un tas de raisons que je ne vais pas expliciter et ça dure 24 heures. Donc là, on sait qu'on est vraiment au bord du précipice et qu'il faut agir. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le client n'utilise pas la fonction de détection d'attaque. En fait, dans Tenable.id, pour faire super simple, on a 3 modules. Il y a un module qui sert à faire de la prévention en fait de la configuration Active Directory, donc vous dire attention, là il y a un problème de configuration, il faut le corriger et de le faire en temps réel, parce qu'encore une fois on sait qu'on n'a que 4 heures. Il y a un module qui fait de la détection d'attaque, donc je sais pas, un golden ticket, une attaque brute force, password spraying, ce genre de choses. Et il y a un module qui fait de l'investigation. Et le client n'utilise que le module de prévention et le module d'investigation, il n'a pas le module de détection d'attaque de Tenable. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On active déjà une collecte massive des logs. Donc là, on pompe, on active tous les logs au niveau des DC, on pompe tout et on fait du syslog forwarding à la fois de toutes les activités de tous les domaines contrôleurs et toute l'activité du Trailflow de Tenable.id, on l'envoie vers le SIEM pour arriver à commencer à corréler les choses. Parce que le problème, c'est que nous, on n'avait qu'une vision Active Directory. Mais l'attaque, elle peut venir au départ d'un firewall, elle peut venir d'une imprimante, n'importe quelle machine qui est en capacité d'héberger un binaire peut faire tourner un Mimikatz. Enfin, les gens pensent souvent PC, etc. Mais il faut savoir que vous pouvez faire tourner un Mimikatz sur une imprimante. C'est du déjà vu. Donc, on veut avoir une vision globale de ce qui se passe et de comprendre d'où ça vient. Et on commence en fait à voir que l'ensemble des départs de chemin proviennent en fait d'une workstation. Et là, on comprend en fait qu'il y a une machine qui est infectée. Pourtant, il y a un EDR, etc. Mais l'EDR n'a pas vu parce qu'il a été désactivé. Et évidemment, on se rend compte de quoi? Cette workstation, il y a des patchs qui n'ont pas été passés. Et quand on vérifie, parce qu'ils ont un outil de gestion de patch, quand on regarde en fait dans la management console, effectivement, on voit que les patchs n'ont pas été appliqués. Problème réseau. Après, on ne sait pas pourquoi les patchs n'ont pas été appliqués, mais il n'y a jamais eu d'alerte sur le fait que les patchs n'étaient pas appliqués. Donc, évidemment, personne ne sait que sur cette machine-là, il n'y a pas de patch. La décision immédiate, c'est l'isolation complète du VLAN qui contient cette machine. Donc là, il y a, je me rappelle plus, je crois 2000 ou 3000 machines qui sont sur cet ensemble de VLAN en fait. C'est pas un VLAN, c'est un ensemble de VLAN. Et on coupe en fait. On coupe. Le client coupe, prend la décision de couper toute discussion entre ce VLAN et le reste du réseau. Derrière, évidemment, le client fait intervenir une squad team qui commence un peu à nettoyer les choses, vérifie la partie Active Directory et on utilise l'outil d'investigation de Tenable pour voir s'il y a eu des créations de backdoor dans l'Active Directory. Parce qu'à nouveau, ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est un point assez méconnu, j'allais dire,
de la plupart des organisations, c'est que évidemment, on sait qu'Active Directory est utilisé pour faire de l'attaque. Ce qu'on sait moins, c'est qu'Active Directory est utilisé pour faire de la création de backdoors. Et en fait, il y a tout un tas de moyens dans Active Directory de créer des backdoors pour revenir plus tard. Je vais donner un exemple qui est hyper simple à comprendre pour que tout le monde comprenne. Vous avez un attribut particulier dans les utilisateurs, dans Active Directory, qui s'appelle le SID History. Ce truc-là sert quand vous faites des migrations entre deux Active Directory. Voilà. Donc, en gros, vous prenez le SID d'origine d'un utilisateur, vous migrez le compte dans un deuxième domaine ou dans une autre forêt, et pour que cet utilisateur ait toujours accès aux ressources que vous n'avez pas encore migrées dans la première forêt, vous injectez dans cet attribut le SID de sa première forêt. Donc en gros, le gars, il a deux SID. Maintenant, il n'en a pas qu'un, il a son nouveau SID dans la nouvelle forêt, plus le SID qu'il avait avant. Et en fait, cet attribut, vous pouvez injecter n'importe quelle valeur à l'intérieur. C'est-à-dire qu'évidemment, ça se fait pendant une migration AD, mais si vous décidez d'injecter une valeur dans un compte, du moment que vous avez le droit de modifier ce compte, vous pouvez le faire. Donc, il est extrêmement simple d'injecter dans cet attribut le SID d'un administrateur de domaine. Donc, en fait, vous lisez, parce que tout ça, c'est lisible en read, hein, vous n'avez pas besoin de compte d'administration de domaine admin. Donc, vous pouvez tout à fait lire le SID d'un administrateur de domaine ou d'un groupe. Par exemple, vous pouvez prendre le SID aussi d'un groupe type domaine admin. Vous pouvez l'injecter dans la valeur SID history d'un user. Et là, si vous regardez vos groupes Active Directory, vous ne voyez pas le user, vous ne voyez pas qu'il est membre en fait de domaine admin. Parce qu'en fait, d'un point de vue LDAP, il n'est pas membre de domaine admin. Mais quand il va se loguer, en fait, le système va lui associer dans son jeton logique plus les jetons qui correspondent au SID qui sont dans SID History. Et en fait, le seul moyen de vérifier ça, c'est de scanner tous les SID History pour voir s'il y a eu des valeurs qui ont été injectées. Et là, il se trouve qu'en plus, c'était très compliqué parce que ce client avait fait une migration Active Directory, mais n'avait pas nettoyé les SID History derrière. Donc, ils étaient plus utilisés, mais en fait, il était normal que des users aient une valeur dans le SID History. Donc, ça a rendu bien plus compliqué la recherche de backdoor parce que si vous avez des attributs SID History propres, et si vous savez que quelques comptes qui ont des valeurs, là, vous voyez qu'il y a un souci. Mais quand vous avez gardé vos SID History, du coup, c'est extrêmement compliqué. Donc, conseil, quand vous faites une migration AD, et si vous voulez faire un peu de prévention, une fois que vous avez fini la migration, nettoyez vos SID History. Le jour où vous serez sous attaque, ça sera beaucoup plus simple de voir s'il y a eu de la création de backdoor. Et puis, il y a tout un tas de méthodes pour créer en fait des choses qui vous permettront de revenir plus tard. Ça s'est bien terminé pour le client. Je pense qu'on n'est pas passé loin de la correctionnelle. Ça s'est joué à quelques heures. On a évidemment invité à cette réponse incident. Il y avait vraiment toutes les équipes, infra, sécu, etc. Et après, quand on a fait de l'investigation sur les choses qui avaient commencé à être faites, les codes qui avaient été mis sur certaines machines, etc., on s'est rendu compte qu'en fait, l'objectif n'était pas, pour le coup, de faire du chiffrement, de faire de l'extorsion via du chiffrement de données, mais l'objectif était pour le coup vraiment de faire de l'extraction de données pour la revendre sur le darknet ou pour directement être envoyé vers un concurrent. Voilà. Après, évidemment, on ne connaît pas la destination de l'extraction de données, mais on sait que ce n'était pas du chiffrement. En sachant que, pour information, vous avez pas mal, on ne connaît pas la proportion, mais on sait que certaines attaques où à la fin, ça se termine avec un chiffrement, en fait, l'objectif premier n'est pas le chiffrement. En fait, le chiffrement n'est là que pour masquer le fait qu'on a extrait des données. Et il y a quelques attaques où on sait qu'en fait, le ransomware n'était là que pour masquer ce qui avait été fait et pour masquer un certain nombre de données qui avaient été extraites. Alors justement, Sylvain, par rapport à ce que vous dites, est-ce que cette tendance, elle est plutôt en augmentation? Enfin, qu'est-ce que vous constatez, vous, par rapport à le fait de masquer une récupération de données par une demande de rançon ou de chiffrement? Oui, alors encore une fois, c'est compliqué de donner des pourcentages. Petit 1, parce que nous, on a qu'une vue partielle, évidemment, de ce qui se passe. Même l'ANSSI n'a qu'une vue partielle de ce qui se passe. Même la gendarmerie n'a qu'une vue partielle de ce qui se passe. Donc, c'est extrêmement compliqué. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que
oui, il y a une augmentation de ce type de méthode. Il y a une augmentation de ce type de méthode dans le sens où maintenant, on va avoir deux extorsions. On va avoir petit 1, on va demander évidemment de récupérer les données en donnant des bitcoins. Et on va ensuite faire une deuxième extorsion qui est de dire, OK, vous avez récupéré vos données, mais si vous ne voulez pas que je divulgue les données que j'ai récupérées, il y a une deuxième rançon. Donc ça, c'est le premier élément. Donc là, c'est du pur mafieux, entre guillemets. Par contre, dès qu'on est dans des trucs un peu plus étatiques ou du moins quand il y a des enjeux pour la donnée réelle avec des brevets, avec des recettes de fabrication, ce genre de choses, là, on se rend compte que de plus en plus, effectivement, on masque l'attaque. En fait, c'est la retraite de Russie, quoi. C'est-à-dire qu'on fait la Bérésina, on rase tout pour plus que ça se voit. Et effectivement, ça augmente. Ok. On va passer au deuxième rétex. Donc là, c'est complètement différent, puisque là, on est dans le monde du médical, et c'est un tout petit compte. Enfin, on n'est pas du tout dans la société avec dizaines de milliers de comptes, puisque là, il y a environ 1500 utilisateurs, donc c'est quand même beaucoup plus petit. Et là, on a un client historique. Donc, c'est un client qui utilise depuis très longtemps Tenable.id. Mais pareil, il n'utilise pas l'outil de détection d'attaque. Et ils ont fait pas mal de configurations de Tenable.id. Donc, typiquement, ils ont des comptes qui n'ont pas d'expiration de password. Quand vous créez un compte dans AD, vous pouvez dire il y a une rotation de mot de passe à faire, disons, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Mais vous pouvez mettre un flag, mettre un paramètre particulier sur ces comptes pour dire ces comptes échappent à la politique globale et donc il n'y a pas besoin de modifier les mots de passe de ces comptes. Et souvent, évidemment, ce sont des comptes applicatifs, des comptes de service, des comptes qui ne sont pas des comptes interactifs. En fait, ce n'est pas des comptes que les utilisateurs utilisent au quotidien. Donc, le client nous dit, bah oui, ces comptes-là, on sait, on ne veut pas modifier notre politique, on ne veut pas changer, cet aspect-là. Donc, on va whitelister ces comptes dans la solution. Parce qu'effectivement, dans la solution, pour pas faire descendre votre score de sécurité, vous pouvez whitelister des comptes, c'est-à-dire faire des exceptions à ce que Tenable va vérifier. Ce qui semble logique, encore une fois, parce qu'il faut s'adapter aux configurations des clients et à leurs contraintes. Donc, le client prend la décision, il y a quelques années, de faire donc du whitelisting, de faire des exceptions pour pas que ces comptes-là soient remontés. Donc ça, c'est un risque, mais c'est un risque que le client estime maîtriser. Ce qui semble, encore une fois, à peu près logique. Donc là, on a une alerte, en fait. Alors, je crois que pareil, ça démarre avec un appel au support. Je ne sais plus si c'est un appel au support ou si c'est parce que c'était un suivi client, mais on va dire appel au support. Et on a un compte de service qui est non seulement il a un password qui expire jamais, mais ce compte de service, en fait, il a quasiment jamais été utilisé. C'est-à-dire que ce compte-là n'a pas fait de login depuis 8 ans. Mais on sait tous ce que c'est. On a toujours du mal à faire du nettoyage dans les annuaires parce qu'on se dit, bah là, ça marche. Si je supprime ce compte, si je le désactive, est-ce qu'il n'y a pas telle ou telle application qui va crier misère? Donc, il y a chez tous les clients, dans tous les environnements, vous avez comme ça des espèces de fantômes qu'on garde, des cadavres dans les placards. On ne sait même plus trop à quoi ça sert, mais ils sont là parce qu'on a peur du changement. Et encore une fois, c'est tout à fait normal. La production passe en premier dans la plupart des organisations. En plus, ce compte fait tourner en fait une application. Et pour que cette application fonctionne, il y a ce qu'on appelle des SPN. Alors, des SPN, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros des enregistrements qui sont nécessaires pour une application que vous mettez au niveau du compte de service et qui servent au protocole Kerberos. Donc, c'est souvent utilisé quand vous avez un modèle 2 tiers dans une application, vous avez un frontal web typiquement et puis une base de données SQL derrière, et vous avez besoin que le compte de service du serveur web puisse aller lire des choses dans la base de données ou inversement. Donc, c'est la configuration classique Kerberos.
Malheureusement, le GUI de Microsoft est assez mal foutu. Donc, du coup, on peut rapidement faire des bêtises quand on gère ces paramètres. Mais à la base, il n'y a rien de si terrifiant que ça. Et on se rend compte que, enfin, on s'en rend compte après, mais le client nous dit, bah, tiens, on a ce compte qui a popé dans votre console parce qu'il s'est à nouveau authentifié. Ils nous disent ce compte-là, on ne l'utilise pas. Donc, pareil, appel au support, vous imaginez, support niveau 1, ils disent, bah, écoutez, il y a peut-être pas quelqu'un l'a utilisé, etc. Bref, on commence à investiguer. Et côté SOC, il n'y a pas eu d'alerte non plus, parce que c'est un compte de service que le SOC considère comme en activité, donc ça paraît normal que le compte s'authentifie. Et puis, investigation, et là, pareil, on se rend compte qu'il y a eu des modifications sur ce compte. Et on voit qu'il y a eu une valeur en fait dans un attribut particulier qui s'appelle le Primary Group ID. C'est un peu la même histoire que le SID History tout à l'heure. Là, la seule différence, c'est que vous avez une valeur, donc vous avez un attribut, pardon, qui est Primary Group ID, et cet attribut a comme valeur par défaut 513. Donc quand vous créez un compte utilisateur dans AD, il a pour valeur 513 par défaut, et c'est ce qui fait que ce compte appartient à un groupe, on va dire virtuel, qui représente les utilisateurs du domaine. Mais si vous changez la valeur de cet attribut, vous pouvez virtuellement le mettre dans des groupes d'administration, et notamment en mettant la valeur 512. Donc si vous mettez 512, en fait, le user a des droits d'administrateur de domaine, mais sans faire partie du groupe domaine admin à nouveau. Donc même combat que pour SID History. Donc si vous faites une requête LDAP, vous ne voyez pas que le compte appartient au groupe. Par contre, il a des droits quand il se log de domaine admin. Le problème, c'est que pour faire cette manip-là, il faut avoir des droits assez élevés sur le compte. C'est-à-dire que cette manip-là, cette attaque-là, n'a pas pu être faite avec un compte, on va dire, utilisateur classique. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont fait cette attaque avaient au préalable un compte à pouvoir, à minima, un compte qui a le droit de modifier les attributs des comptes utilisateurs du domaine. Donc là, évidemment, on se rend compte qu'il y a, pareil, un problème. On se rend compte aussi que, ça on s'en rend compte parce que il y a un lien chez eux entre, ils ont un SOC externalisé chez un prestataire, et il y a un lien entre ce que voit Tenable.id dans AD et ce SOC. Donc on envoie les alertes vers le SOC, et les gens du SOC reçoivent le truc et comprennent qu'il y a à nouveau un gros problème. Donc là, investigation, effectivement, on voit pas d'autres activités de logon interactif particulières, mais quand on commence à gratter, effectivement, on se rend compte qu'il y a eu de la création de backdoor en utilisant principalement la technique du Primary Group ID, plus d'autres techniques, mais principalement Primary Group ID. Et là, à nouveau, investigation complète, cellule de crise, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'était un variant d'Emotet qui a été actif. Et Emotet et ses variants sont connus pour utiliser massivement Active Directory pour faire l'escalade de privilèges et de mouvements latéral. Et pareil, on n'est pas passé loin de la correctionnelle. On s'est rendu compte de toutes les backdoors. Alors, de toutes les backdoors. On s'est rendu compte, en tout cas, j'espère, toutes les backdoors, parce que c'est... Quand vous subissez une attaque, je pense que la question la plus compliquée à laquelle répondre, c'est vraiment est-ce que j'ai encore des traces de l'attaque dans mon AD? Même si vous êtes un spécialiste du sujet, c'est extrêmement compliqué de répondre à 100% à cette question parce qu'il y a tellement de méthodes pour revenir derrière que c'est extrêmement compliqué de répondre à la question. Donc, effectivement, correction, et on n'est pas passé loin d'un énorme problème. Alors Sylvain, c'est intéressant effectivement parce que quand on pense aux attaques, on raisonne souvent en termes de protection des end-users. Alors justement, quelles sont les spécificités des service accounts pour attaquer Active Directory? Alors, donc pour que tout le monde comprenne bien la question, un compte de service, c'est un compte utilisateur, mais qu'on va utiliser en fait au travers d'une application généralement ou au travers d'un service au sens Windows du terme. On va exécuter ce service en utilisant le contexte de sécurité de ce compte. Mais ça reste un compte utilisateur classique. Là, il y a un certain nombre d'erreurs qu'il ne faut pas faire. Et souvent, on fait ces erreurs parce qu'on a peur de mal faire. Je sais que ça paraît curieux. Je vais vous prendre un exemple.
Imaginons que vous déployez un antivirus sur vos 10 000 machines. La réaction naturelle, c'est de vous dire, évidemment, j'ai besoin d'un compte de service. Je ne veux pas créer sur chacune de mes 10 000 machines un compte local qui va faire tourner mon antivirus. Parce que même si une partie de l'antivirus va tourner avec le compte système, si vous avez une console de gestion globale et centralisée, vous allez vouloir pouvoir contrôler le comportement au travers de cette console centralisée. Et très souvent, vous allez utiliser un compte de service pour opérer les paramètres de votre antivirus en local. Sauf que, évidemment, ce compte doit être admin local de la machine. Il doit pouvoir s'exécuter en tant que système. J'ai un antivirus qui ne peut pas s'exécuter en tant que système, il ne va pas servir à grand-chose. Mais attention, il faut que ce compte n'ait que ce droit-là. Il ne faut pas que ce compte de service qui est admin local de vos workstations ait des droits au niveau de l'annuaire. Et en fait, j'ai vu chez beaucoup de comptes, des gens qui ne comprenaient pas bien comment ça marchait et qui se disaient, mon compte de service, je le mets dans le groupe domaine admin, ça va marcher. Ah bah oui, c'est sûr, ça marche. Si vous mettez un compte de service dans le groupe domaine admin, il va pouvoir tout faire, le compte. Et ça paraît bête de le dire, mais j'ai vu ça dans énormément d'entreprises. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un compte utilisateur qui vient de l'annuaire, quand vous l'associez à un service Windows en local sur la machine, le mot de passe est stocké dans le registre de la machine. Donc, quand vous avez un petit outil sur Windows où vous avez la liste des services, vous faites un clic droit, propriété, et vous pouvez associer un compte de service à ce moment-là. Et si vous prenez un compte de l'annuaire, vous allez en fait mettre en dur dans le registre le mot de passe de ce compte. Pourquoi? Parce que imaginons que vous preniez votre PC et que vous alliez dans le TGV. Il faut quand même que votre antivirus fonctionne. Et il faut quand même vérifier l'authentification, comme quoi ce service démarre avec ce compte. Donc, c'est pour ça qu'il y a un cache local du mot de passe de ce compte sur votre machine. Et en fait, en tapant une simple commande PowerShell, vous pouvez récupérer les mots de passe de ces services. Donc, imaginez, si ça veut dire que si l'utilisateur, il est admin local de son poste, pour taper cette commande et récupérer l'info, il faut être admin local du poste. Et croyez-moi, dans les entreprises, il y a tout un tas de gens qui sont admins locaux de leur workstation, malheureusement. Et bien en fait, il peut récupérer le mot de passe d'un domaine admin si vous avez mis ce compte de service dans le groupe domaine admin. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Et malheureusement, c'est des choses qui souvent ont été faites il y a très longtemps, qui ont été oubliées parfois par le service IT ou par le service sécu et qui tournent. Et il faut faire très attention aux comptes de service parce qu'ils ont souvent des droits bien plus élevés que ce qu'ils devraient avoir au sein de l'annuaire. Okay. Dernier retour, un truc encore une fois assez classique pour le coup, en termes de détection de mouvement un peu bizarre. Et là, alors pour être honnête, on ne sait pas comment a commencé, mais on a vu des choses après. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la séquence. Donc là, c'est monde industriel, boîte intermédiaire, il y a un peu moins de 24 000 utilisateurs. Et là, donc là, du coup, c'est pas un appel au support. Là, le client s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un gros problème parce que il a détecté de la création en fait de fichiers PowerShell au départ au niveau de Sysvol. Donc, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui ne sont pas des spécialistes en Active Directory. Donc, vous avez Active Directory qui est une base de données qui s'exécute sur ce qu'on appelle des domaines contrôleurs. Et sur ces domaines contrôleurs, vous avez un répertoire particulier qui s'appelle Sysvol, qui contient principalement deux choses, qui contient les scripts utilisateurs et qui contient les paramètres de GPO. Donc, quand vous faites une GPO, en fait, les paramètres sont stockés dans ce fameux répertoire Sysvol. Et ce répertoire a la particularité de se répliquer sur tous les autres domaines contrôleurs. Donc, si vous mettez un fichier dans ce répertoire sur un des contrôleurs de domaine, il va se retrouver répliqué sur tous les autres. Donc, là, le client, évidemment, ce n'est pas une activité normale. On ne met pas des scripts régulièrement sur Sysvol. On peut les modifier. Alors, ça peut arriver d'en créer et de les mettre, mais ce n'est pas un truc qu'on fait, on va dire, de façon quotidienne. Et là, le client voit qu'il y a des scripts PowerShell qui sont mis sur Sysvol et il les détecte via une alerte parce que pour le coup, il avait déjà mis sur surveillance son Sysvol via Tenable en disant s'il y a un truc qui se crée dans Sysvol, je veux être alerté. Et là, pour le coup, il a eu du bol parce qu'il y avait quand même pas mal de faux positifs parce que quand vous créez
des GPO, ou quand vous les modifiez, en fait, vous créez des fichiers ou vous modifiez des fichiers dans Sysvol. Donc, il avait quand même un gros travail d'exécution au niveau des faux positifs, au niveau de son SOC, mais il savait que c'était un truc important parce qu'il savait qu'en fait, certains malwares utilisent Sysvol pour se répliquer. Et là, pareil, investigation complète du Sysvol. Et là, on voit qu'il n'y a pas que des scripts PowerShell. En fait, il y a des fichiers avec des extensions particulières. Et en fait, on comprend très, très vite que ces extensions, ces fichiers avec extensions se sont répliqués de partout. Donc, il avait fait cette config-là, en fait, au préalable. Il avait fait une alerte. Donc, à la base, c'était que sur les scripts PowerShell. Et ensuite, on a modifié cette alerte pour rajouter ces fameux fichiers PYZ qu'on a trouvés pour voir, en fait, où ils étaient créés. À nouveau, investigation. Donc là, on sait que c'est un ransomware. On sait que c'est un ransomware qui s'appelle PISA, en fait, qui crée ces fichiers-là. Mais pour arriver à ce niveau-là, parce que pour avoir le droit d'écrire dans Sysvol, il faut avoir des droits assez élevés quand même. On n'est pas forcément domaine admin, mais il faut quand même avoir des droits d'administration. Donc ça veut dire que le ransomware avait trouvé un chemin d'attaque. Alors, il se trouve que ce client, c'était un nouveau client et qu'il était loin d'avoir fini toute la partie rémédiation. Donc, il avait en fait tous ces indicateurs, il savait ce qu'il devait faire, mais le projet, c'est entre 6 et 10 mois pour corriger toute votre dette technique que vous avez accumulée pendant 10 ans. Donc, le virus a choisi un chemin d'attaque. En fait, on s'est rendu compte ensuite que c'était un ensemble, mauvaise configuration AD, mais aussi beaucoup de patchs non passés au niveau des domaines contrôleurs, au niveau de certains serveurs applicatifs. On a vu effectivement qu'il y avait eu aussi de la modification de groupe. Et pour information, le malware utilisait non pas un groupe domaine admin, mais utilisait le groupe qui permet de créer des GPO et avec un système de script assez ingénieux. En fait, c'était la GPO qui créait en fait le fichier dans Sysvol. Donc, même avec simplement le droit de modifier une GPO, on arrive à générer des fichiers dans Sysvol et à déposer des fichiers malicieux. Donc, on a très vite compris qu'en fait, c'était PISA. La rémédiation, évidemment, à nouveau, mise à jour des systèmes qui n'étaient pas update. Modification de certaines règles au niveau de l'EDR parce que c'était, on va dire, un variant qui n'avait pas été détecté. En tout cas, le comportement de FISA était différent du comportement classique parce que ça masquait des choses au niveau de l'accès à la mémoire et au niveau de l'exécution première qui utilise généralement des macros Office. Et en fait, il y a des techniques pour masquer du code à nouveau dans les macros sans que les EDR le voient. Donc, tout ça a été modifié de façon extrêmement rapide de la part du client. Du coup, on a modifié les règles de supervision Active Directory, de Tenable.id, et pareil, on a envoyé beaucoup plus de choses au niveau du SIEM. Et truc classique, vérification de création de backdoor, puisque à nouveau, alors là pour le coup, ils n'étaient pas arrivés à domaine admin, parce que l'attaque ne nécessitait pas d'être domaine admin. Il y avait eu le contrôle d'une GPO qui a permis de faire ces choses-là. Donc il n'y avait pas de backdoor au sens très haut niveau créé dans AD, mais il y a quand même eu évidemment une vérification pour voir ce qui s'était passé. Alors Sylvain, le temps avance très très vite. Je vous propose peut-être de passer aux dernières slides. Oui, alors simplement, juste avant de prendre les questions-réponses, j'ai parlé un peu de Tenable.id. Je vous passe 3 slides. Voilà, c'est un outil qui est cloud, on-prem, vous choisissez, qui n'a pas d'agent à déployer, etc. Et qui a pour objectif de faire de la sécurité Active Directory. Et en gros, comme je vous le disais, il y a 3 fonctions. Donc là, typiquement, cet écran-là va vous donner ce qu'on appelle les indicateurs d'exposition. Donc ça, c'est toutes les mauvaises configurations que vous pouvez avoir dans votre annuaire. Et à chaque fois, on va vous donner du détail sur quelle est la mauvaise configuration, quel est le compte, quel est l'attribut, quelle est la valeur, et surtout, comment corriger le problème. Il y a un onglet qui vous explique comment corriger le problème. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est de la détection d'attaque. Donc là, c'est assez... c'est classique, j'allais dire, vous détectez des attaques. La particularité de notre produit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer d'agent. On est le seul produit qui permet de faire la détection d'attaque en n'utilisant que des binaires Microsoft. Et puis la dernière partie, on en a pas mal parlé dans cette session, c'est vraiment la partie investigation ou association de requêtes particulières avec des alertes que vous envoyez au SOC. Et là, on peut en fait associer des mouvements
dans la base de données Active Directory ou dans Sysvol, ou faire des recherches pour vérifier des choses qui ont été modifiées. Mais surtout, l'intérêt quand vous avez un SOC, c'est de pouvoir alerter votre SOC sur ces choses-là et d'envoyer et de faire un lien en fait entre l'outil et votre SIEM et votre SOC. Voilà. Quels sont les principaux apports concrètement au RSSI, au DSI, au DPO? Alors, il y a évidemment plein de choses, mais ce que je dirais, c'est que l'avantage pour moi de l'outil, il y a un avantage d'infrastructure, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de déployer d'agents. Donc, du coup, c'est extrêmement simple à déployer, super simple. Vous pouvez l'opérer en mode service cloud ou on-prem, en fonction de vos contraintes. Mais pour moi, une des forces de l'outil, en tout cas pour les grands comptes, c'est que vous avez tout dans un seul outil, en fait. C'est-à-dire que vous avez la partie prévention, la partie détection, la partie investigation, et ça permet de créer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a un système airbag qui permet de créer des profils extrêmement différents et qui permet justement à toutes ces populations, c'est-à-dire RSSI, directeur de production, agent de sécurité, spécialiste Active Directory, d'avoir des vues spécifiques qui correspondent à leur métier. Et en fait, on se rend compte que, notamment dans les grosses organisations, une des difficultés, c'est d'avoir des indicateurs et des critères de comparaison communs à l'échelle d'un groupe, typiquement. Et ça permet de faire ce genre de choses. En plus, c'est toute la R&D et le développement est en France. Et donc, voilà. Donc, historiquement, on s'est développé en France, même si maintenant, on a été racheté par une société américaine, mais toute la R&D et tout le développement est resté en France. Alors, on va peut-être se diriger vers l'onglet questions. Alors, les questions. Alors, je vais là. Ah, bah, il y a quelques questions. Alors. Alors, j'ai une question que je ne suis pas sûr de comprendre. Tenable.id accepte-t-il l'injection hors ligne de prélèvement AD type NTDS.dit? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je vais essayer de répondre. Tenable.id sur la partie détection d'attaque va voir l'extraction NTDS. Donc, soit en utilisant des exécutables localement sur le domaine contrôleur ou de l'exécution à distance, soit sur des techniques typiquement un DC Sync, si vous voulez dumper à distance avec DC Sync les haches de mot de passe d'NTDS. Mais il y a aussi tout ce qui est exécution locale sur le domaine contrôleur. Donc oui, c'est des choses qui seront vues. Après, est-ce qu'on verra par exemple de l'extraction de log du domaine contrôleur? La réponse est non. Techniquement, on pourrait le faire, mais on ne va pas considérer que c'est une attaque en tant que telle. Peut-être qu'on a tort, mais on ne le fait pas. Peut-on avoir le live de la session? Oui, je pense qu'on va pouvoir envoyer ça. Voilà. Tac, tac. Je regarde, je remonte les questions. Alors on a des commentaires intéressants quand même dans le chat. Il y a beaucoup de gens qui ont fait énormément de commentaires assez judicieux. Typiquement, il y a quelqu'un qui nous dit, oui, un des problèmes, c'est aussi l'exposition des workstations, notamment sur côté zone publique, et avec en fait une surface d'attaque énorme côté AD. Et quand vous mixez les deux, c'est un massacre. Oui, je suis assez d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il faut savoir gérer les honeypots. Le pivoting n'est pas compliqué. Je suis d'accord. La création d'honeypots, c'est un truc qui peut être fait gratuitement chez vous, si vous faites des trucs intelligemment. Donc un honeypot, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelque chose qui va, ce qu'on appelle un pot de miel en bon français, quelque chose qui va attirer le regard de l'attaquant. Alors la seule problématique du honeypot, c'est que très souvent, on va plutôt attirer des gens qui sont derrière un clavier. Donc, quelqu'un qui a une intelligence et qui va lire les éléments va être attiré par un honeypot. Le code de ransomware va pas forcément être attiré par un honeypot, sauf si vous avez donné des droits réels à ce honeypot. Donc là, il y a des techniques. Typiquement, vous pouvez créer un compte que vous mettez dans le domaine admin, mais qui a un mot de passe
à 40 caractères et en fait, vous interdisez à ce compte le login sur quelque machine que ce soit. Donc, techniquement, il est dans domaine admin, donc il va attirer le regard du code, mais vous interdisez en fait le login par GPO sur l'ensemble du domaine. Ça, c'est un moyen assez simple de faire du honeypot sur user. Il y a aussi d'autres méthodes avec les groupes, les machines et compagnie. Et donc, vous pouvez détecter si quelqu'un tente d'utiliser ce compte. Et là, évidemment, si quelqu'un tente d'utiliser ce compte, c'est potentiellement qu'il y a une activité. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Le honeypot, c'est un truc qui est assez simple à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de pro. Il y a des produits, bien sûr, commerciaux qui font du honeypot, mais c'est un truc qui est assez simple à mettre en œuvre dès lors qu'on maîtrise un peu voilà, ces techniques-là. Moi, j'avais une ultime question, Sylvain. Quelles sont les différences entre les outils de sécurité présents sur le marché? Il en existe une multitude. Quelles sont les différences entre ces outils pour protéger Active Directory? Alors, il existe plein d'outils de sécurité. Et ce qu'il faut moi, ma vision, encore une fois, on n'est pas obligé de la partager, mais l'Active Directory, ce n'est qu'une partie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'a vu dans l'attaque de ransomware, dans la séquence, l'Active Directory, en fait, est utilisé en milieu de séquence et à la fin. Et c'est nécessaire, mais non suffisant. Et en fait, c'est la même chose avec tous les outils de sécurité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a des faiblesses dans les outils de sécurité, typiquement, on parlait tout à l'heure d'EDR, d'antivirus, on sait que c'est relativement simple, malheureusement, de détourner un EDR, un antivirus. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas forcément l'objet de la session, mais voilà, il suffit de comprendre ces techniques, on voit que ce n'est pas si compliqué que ça. Même des EDR qui vous racontent qu'ils repèrent 100% des attaques. Mais ça ne veut pas dire qu'un EDR, c'est inutile, au contraire. Vous devez avoir un EDR, vous devez avoir un SIEM, vous devez avoir un firewall. On sait que la sécurité périmétrique est morte avec le cloud, mais ce n'est pas pour ça que vous ne devez pas avoir de firewall. Donc en fait, les solutions de cyber, vous devez malheureusement avoir des choses spécialisées pour chacun des environnements. Par contre, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de vouloir utiliser une solution de cyber pour laquelle elle n'a pas été conçue. Exemple, je rencontre des clients qui me racontent qu'ils peuvent faire de la sécurité AD avec un SIEM. Bon, je sais bien qu'ils ont déjà acheté le SIEM, mais c'est pas parce que vous avez qu'un marteau qu'il faut utiliser un marteau. Et j'ai une slide là-dessus, c'est un exemple que je donne toujours. Si vous avez un marteau, c'est pas pour ça que vous allez prendre le marteau pour mettre la vis dans le mur. Vous avez besoin d'un tournevis. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont déjà acheté le marteau, ils se disent on va tout faire avec un marteau. Non, chaque outil de sécurisation porte une spécificité et va protéger une partie de votre environnement. Et encore une fois, un EDR, c'est fait pour faire de l'EDR, c'est pas fait pour sécuriser Active Directory. Tenable, c'est pas fait pour remplacer l'EDR. C'est des choses qui n'ont rien à voir. Mais vous devez avoir ces éléments-là. Alors oui, parfois, il y a des petits chevauchements entre les solutions. Par contre, il y a un conseil, moi, que je donne à toutes les personnes que je rencontre. Si vous voulez, on va dire, avoir la valeur maximum sur l'ensemble de vos outils de sécu, faites-les communiquer entre eux. C'est-à-dire que ne les voyez pas comme des outils séparés. Vous pouvez utiliser le SIEM comme un concentrateur de valeur de ce point de vue-là, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça peut être son rôle. Hein. Un rôle, le SIEM, c'est fait pour collecter et corréler, donc ça tombe bien. Et voilà, essayez de les faire communiquer. Tous ces outils ont des API, tous ces outils ont des langages communs. Est-ce que vous ne pouvez pas donner de la valeur à l'un et à l'autre? Voilà, ça c'est intelligent. Par contre, vouloir utiliser un outil pour une mission pour laquelle il n'a pas du tout été conçu, malgré la promesse marketing du vendeur, ça, c'est pas très intelligent. Quand je rencontre ce genre de situation, ça me fait penser, quand j'étais jeune, aux gens que je rencontrais qui faisaient de la S400. Alors, si les jeunes qui sont connectés connaissent pas la S400, mais moi, malheureusement, j'ai connu ça. Et je rencontrais des gars moi, j'avais 20 piges, j'ai rencontré des gens qui avaient 60 ans et qui me racontaient qu'ils pouvaient tout faire avec un AS400, quoi, même des slides PowerPoint. Bah, c'est un peu le même truc, quoi. Vous avez un outil pour faire quelque chose. La S400, c'est super pour la compta et la gestion de stock. C'est un peu moins efficace pour écrire un bouquin. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'ai l'impression que ce webinaire touche à sa fin. Je ne sais pas si Amélie veut dire un petit mot. Simplement, en conclusion, je pense qu'on pourra extraire les données des questions, si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. On pourra, j'imagine, Amélie, envoyer le lien du webinaire en record. C'est possible, ça?
Ouais. Merci. Et puis si vous avez des questions de façon plus large, encore une fois, moi je travaille pour Tenable, donc évidemment je peux vous répondre à des questions sur Tenable, mais je suis Microsoft MVP sur la partie Identity et ça fait partie de ma mission d'aider la communauté. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions sur Active Directory, la sécurité, etc., même si ça n'a rien à voir avec Tenable, ça fait partie des choses que je dois faire en tant que Microsoft MVP et j'en suis extrêmement ravi. Donc, n'hésitez pas à me contacter par email, par LinkedIn, si vous avez des questions, si vous cherchez des prestataires, vous voulez des conseils, voilà. N'hésitez pas. Encore une fois, ça fait partie de ma mission en tant qu'MVP Microsoft. Merci beaucoup Sylvain et merci Fabrice d'avoir animé cette session. En effet, on mettra évidemment le replay, vos slides aussi, si vous le souhaitez. Et on pourra bien sûr partager vos coordonnées avec ceux qui voudraient vous contacter. C'est la fin effectivement de cette séance très riche avec ces 3 retours d'expérience là qui je pense ont été assez illustratifs du problème que peuvent représenter, du risque en tout cas que peuvent représenter les attaques sur l'Active Directory. Je pense qu'on a tous compris la nécessité de bien sécuriser tout ça. Merci beaucoup encore à tous les deux et à tous. Rendez-vous pour le prochain webinaire. Et puis avant ça, il y aura sans doute un petit déjeuner de l'Observatoire où on vous transmettra très vite toutes les informations. Voilà, merci à tous et à bientôt.